Bonjour à tous, donc, je suis Claude-Éric Prat, je suis vigneron à Saint-Mamère dans le Gard. Je suis la cinquième génération de vignerons sur le village. Donc, petite présentation, la première photo pour vous montrer un petit peu le système qu'on a mis en place donc avec Agrouf sur le domaine. Euh, je suis donc dans le Gard, entre Nîmes et les Cévennes en fait, au pied d'un bois qui, voilà, vous voyez sur la photo, qui fait 5000 hectares en fait, euh, qui est le poumon en fait, le poumon du Gard. Le domaine, il fait à peu près une quinzaine d'hectares de vignes et 25 à 30 hectares de céréales aujourd'hui. Assez similaire à vos systèmes provençaux, hein, les cépages classiques, Vermentino, Roussanne, Grenache, Cinsault, enfin voilà, sur les porte-greffes plutôt traçants. Comme je suis certifié en bio, j'ai abandonné les porte-greffes avec de petits diamètres, comme le SO4 par exemple, et puis aussi pour la concurrence en eau. En fait, les systèmes généraux, il n'y a pas vraiment comment dire, de système général de travail. En fonction des sols, en fonction des orientations, en fonction des parcelles, de l'âge des vignes, ça peut être travaillé, semé, un rang sur deux, deux rangs sur trois, trois rangs sur quatre. Ça dépend vraiment de l'année et des millésimes. Typiquement, cette année, nous, sur les 2 mois, on doit être à 250 millimètres depuis le début du mois de mai. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que je sais pas si vous, je crois qu'on doit être le seul endroit en France à avoir autant d'eau. C'est-à-dire que moi, je passe mes nuits à traiter, je traite, il repleut, je traite, il repleut, c'est jamais arrivé. Donc, on n'a pas de problème hydrique cette année. En activité annexe, voilà, je sème, en fait, je fais de l'autoproduction essentiellement pour mes couverts, et puis un petit peu aussi pour enrichir les sols et en diversification. Euh, donc là, vous avez une photo un petit peu derrière là, du domaine qui est en bordure, une partie est en bordure de bois. Donc vous voyez derrière, je connais bien le problème des chênes qui sont en bordure de parcelles. Donc là, vous avez une syrah, une jeune syrah qui était enherbée et travaillée au pied. Les enherbements, c'est de la févrole et c'est pareil, c'est pas forcément des enherbements permanents, hein, j'ai un semoir en semi-direct, donc je fais des mélanges que je roule, que je fauche, que j'enfouis, ça dépend vraiment l'année. Typiquement cette année, vu que s'il n'avait pas plu pendant 3 mois, ben, j'ai tout enfoui et puis il fait que pleuvoir. Donc c'était pas la bonne solution, mais ça en était une. Donc, comment je suis arrivé à un projet agroforestier? Alors moi, c'est un petit peu particulier. En fait, là où le projet que Danielé vous parle sur les essais qui ont été faits dans l'Hérault, en fait, c'était dans un domaine que je connaissais très bien. Et c'est par ce fait-là que j'ai rencontré et que j'ai suivi sur Internet toutes les présentations de Danielé. C'était un système qui m'intéressait, même s'il n'était pas totalement abouti là où il était fait, pour surtout et principalement stopper la monoculture. L'objectif, c'était d'arrêter d'avoir des parcelles de 3, 4, 5, 10 hectares. Alors 10 hectares, on les a pas, mais 4, on peut les avoir. De vignes et uniquement de vignes sans un abri, euh, sans, sans un arbre, Les spirales pour les moustiques, quelque part. Oui. sans un endroit refuge pour de la diversité en fait. Donc vraiment l'idée c'était de couper ces parcelles. Après, je trouvais ça aussi assez intéressant de travailler parce que on a pas mal d'exemples où les arbres protègent soit du gel justement, soit de la chaleur. Alors évidemment, aujourd'hui, je ne veux pas dire que ça protège mes vignes. C'est pas vrai, les arbres ils sont petits, vous allez voir, c'est le développement, hein. C'est le début. Mais je vois que, enfin, pour moi, il y a quand même une interaction qui se fait et il y a ces couloirs
qui sont riches de vie et qui ont, à mon avis, pas mal de vertus. Bon, la fertilité des sols, évidemment, la protection biologique, parce que je pense que il y a quand même une partie de la faune qui peut, enfin, des éléments, enfin, des insectes qu'on n'aime pas, qui peuvent se faire manger par d'autres à partir du moment où ils ont un endroit pour se réfugier. Il y a aussi une dimension paysagère avec des floraisons à différents moments, avec des couleurs différentes, de la diversité et multi-étages. Alors ça, c'est un truc, on s'est rencontrés, c'est peut-être un peu encore à l'état d'étude, mais en fait, des chauves-souris, elles naviguent avec leur sonar. Donc, s'il y a plusieurs étages, vous aurez plusieurs espèces de chauves-souris. C'est pas prouvé, mais bon, moi je trouvais que c'est Daniel qui m'a convaincu. C'était une diversité aussi dans les strates et dans les hauteurs d'arbres. Après, il y a un petit peu de bois d'œuvre, parce que nous, étonnamment, il y en a pas mal de noyers dans le coin qui poussent bien et qui sont pas concurrentiels. Quelques productions fruitières parce que j'ai voulu mettre des arbres fruitiers. Il y a un super pépiniériste, un biodynamie à côté de chez nous qui greffe lui-même. Enfin, vraiment, il y a plein de variétés intéressantes à essayer. Donc ça, c'est plus perso. Et en fait, avec Danielé, on a fait 6 ou 8 fosses pédologiques et on s'est rendu compte que il y avait des endroits où il y avait de l'hydromorphie, il y avait des endroits où il y avait peu de sol. Donc, on a choisi aussi les essences en fonction du sol. Donc, ce que vous disiez, Daniel, tout à l'heure. Typiquement, là où il n'y avait pas de sol, on était tout de suite à la roche. Enfin, au bout de 40 cm, on était à la roche. On a utilisé des espèces qui étaient avec des racines traçantes, comme l'olivier, qui concurrençaient pas le peu d'éléments minéraux qu'il y avait sur ces couches. Euh, la diapo suivante. Je crois que c'est hop, il y a un léger décalage, excusez-nous, parce que. Il y a un décalage. Ouais, ouais. Je n'ai C'est pas. bon? Voilà. Donc, vous avez une partie du domaine, là, il y a à peu près 8 hectares. Tout ce qui est la partie de gauche, c'était les vignes qui étaient plantées. Donc, K et G, I, c'était planté déjà. Donc, le travail s'est fait entre les parcelles. Aujourd'hui, le vrai travail, enfin, le travail par rapport aux plantations, il s'est fait sur les lignes de A, F, D, B. Là, on a vraiment planté la vigne en fonction des rangées agroforestières qu'on allait faire. Alors, techniquement, la principale préoccupation, c'est que ça ne gêne pas le passage des outils, parce que c'est vraiment c'est entre deux rangées de vignes. Donc, moi, je traite soit 4 rangs au départ, soit 3 rangs en pleine végétation. Du coup, le multiple de 4 et de 3, c'était facile, c'était 12. Donc, en fait, toutes les 12 rangées de vignes, vous avez une rangée d'arbres. On a enlevé l'équivalent de 2 rangées. Donc, ça nous fait des espaces de 3,75 m entre l'arbre et la vigne. Ce qui peut poser des problèmes, je pense que c'est un petit peu léger, mais ni pour les traitements, ni pour la machine à vendanger, mais principalement pour les essimages, parce que ça dépend, les simeuses étant un poil plus large, ça déporte un peu, donc il faut faire attention d'avoir une conduite soit plus haute, soit plus basse. Voilà. Et donc, vous avez dans les différentes lignes, aujourd'hui, on en a 6 qui sont vraiment en production, j'allais dire, avec différentes espèces. Donc, tout ce qui est fruitier, abricotier, amandier, cerisier, pêchier, pommier, ça c'est vraiment plutôt de la conso perso. Voilà, il y en a que chaque fois c'est que 2 ou 3. On a eu des plaques miniers aussi. Les oliviers, par contre,
Ben ça, c'est parce que j'ai une petite oliveraie pas très loin, donc ça me permet aussi de compléter ma production. Le cormier, typiquement, parce que j'adore cet arbre, c'est un arbre très joli, je trouve, avec un feuillage très léger. Et puis après, des poiriers sauvages, ça c'est voilà, pour finir la partie arbre, et des tilleuls dans certaines zones vraiment bien définies. Et après, aulne de Corse, arbre de Judée, tout ça c'était dans l'idée d'avoir des arbres ou des arbustes fixateurs d'azote. Vous avez le bagnonier, la coronille, la cytise, avec en plus des floraisons qui sont vraiment magnifiques. Donc l'idée c'était d'essayer de garder un petit peu aussi l'azote. Alors pour répondre à la question de Yann tout à l'heure, moi depuis le départ, je n'ai pas de concurrence évidemment avec parce que les arbres sont trop petits. Et je n'ai pas de concurrence avec la vigne, je n'ai pas de modification de rendement parce que je pense que c'est le début, il faudra voir après. Mais comme je travaille quand même un petit peu les bords de vigne, j'essaie de faire plonger les racines pour retarder au mieux cette concurrence. Normalement, c'est la dernière rangée, la diapo suivante, ça doit être, voilà, ça c'était ah oui, ça c'est les modèles en fait. On a refait des blocs répétés en fonction, donc on a fait des aliments répétés en fonction des endroits sur les lignes agroforestières pour pouvoir après faire des essais. Il y a plein d'essais en ce moment sur des relevés sur les pollinisateurs, des relevés sur toute la diversité des insectes qu'il y a. Donc là, vraiment, c'est une idée. On verra ça On a commencé à en planter en 2015, donc on va voir ça dans les années futures. Sur la dernière rangée qu'on a fait, donc c'était la B1, on a un petit peu modifié. Donc vous allez la voir après, mais on l'avait planté. En fait, on avait fait un événement avec c'est un négociant en fait qui était venu faire une journée avec une équipe. Donc ils sont venus planter la dernière rangée qui était un peu particulière, vous allez le voir après. C'est super sympa comme journée parce que c'est convivial, parce qu'en plus on présente évidemment les vins du domaine, on explique toute la démarche agroforestière. Donc retenez juste un petit peu, là on parlait tout à l'heure avec Daniele vous allez voir pour le paillage, retenez on a fait plein d'essais de paillage et que là c'est de la paille d'orge ou de blé et que ça fonctionne bien comme ça. Je reviendrai après dessus. Et au milieu vous avez encore une rangée agroforestière en hiver. Hop, la diapo suivante s'il te plaît. Ah, t'as enlevé la diapo où il y avait pardon, où il y avait en fait, la dernière, vite, en deux mots, la dernière rangée, on a essayé des romarins, du thym, plutôt des essences méditerranéennes, plutôt que fixatrices d'azote, pour faire un essai. Voilà, c'était une envie que j'avais. Voilà. Après, juste un petit bémol, qu'on a vu nous par rapport aux plantations, notamment pour le paillage, faites attention si vous avez des problèmes de sanglier, il faut mettre des paillages vraiment plutôt naturels, plutôt que même des paillages biodégradables, ils arrachent tout, du coup ça arrache les plants, c'est pas très, c'est vraiment un vrai problème quoi. Voilà. À vos Donc, on en questions. parlait tout à l'heure, c'est surtout des paillages en vrac qu'il faut du Voilà, broyat ou de la paille, exactement. comme tu as fait en fait, hein, exactement comme tu disais tout à l'heure, Frédéric. On passe aux questions peut-être? Alors, j'ai une question. La plantation d'arbres et d'arbustes nécessite de l'eau, beaucoup d'eau. Alors, c'est très simple, je n'arrose qu'une fois. C'est à la plantation. Alors, très honnêtement, l'année dernière, sur la dernière rangée, j'ai eu un peu de perte. Mais sur les autres années jusqu'à présent, je n'ai jamais arrosé autre qu'à la plantation. L'idée, c'est que vraiment, les arbres, ils se débrouillent un peu tout seuls parce que après, c'est sûr que s'il y a 5 années sèches, c'est pas bon. L'année dernière, j'aurais peut-être dû. J'ai arrosé, mais c'était un peu trop tard.
Mais l'idée, c'est vraiment d'arroser, de préparer un lit de semences vraiment nickel pour facilement que la terre se colle aux racines. Alors, j'ai vu, en 2 mots, je mets de l'engrais, pas tous les ans. Je mets un peu, oui, je mets toujours de l'engrais. J'ai pas fait d'analyse de sol pour voir la différence aujourd'hui. J'ai pas encore fait. Et les arbres, non, on a laissé s'implanter le plantier pendant 2 ans. On a planté à la 3e année. On laisse toujours, enfin, on laisse en fait les 2 premières années. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de concurrence, donc on ne plante qu'à la 4e année, à la 3e année, pardon. D'accord. Donc ça, c'était pour répondre à la dernière question. Les vignes et les arbres sont-ils forcément plantés en même temps? C'est pour l'enregistrement, parce que je pense que l'enregistrement, ils ne verront pas les questions. D'accord. Et donc, c'est toujours quand il y a une plantation, vous faites jamais, par exemple, sur une vigne en place, enlever les 2 rangs pour planter des arbres éventuellement? Bah, non, je Bon, le fais pas vas-y, parce que Frédéric. économiquement, déjà, je pense que non. Après, il faut que ça soit représentatif. C'est un projet que j'essaie de transmettre, enfin que je présente régulièrement. Si on commence à demander de modifier, enfin, c'est de la production, hein. Moi, je suis le premier. On perd quand même 20, 25, voire 30% de production sur la parcelle. Donc, les parcelles en place. Je veux dire, il vaut mieux faire des haies, faire les abords plutôt que d'aller enlever, arracher. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Hmm. Il y avait une question aussi, c'est est-ce que les essences choisies ont été achetées chez une pépinière végétale locale? Alors ça, c'est Danielé qui va pouvoir vous répondre, parce que Oui, normalement, oui. je comptais en parler tout à l'heure quand on parlera du projet, mais on peut prendre de l'avance. Euh, alors, ça dépend. Quand on, quand on est sur des objectifs qui sont liés avec la biodiversité, avec la résistance au changement climatique, et pas que, oui, on cherche du végétal local. C'est important. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce label, pardon, cette marque. C'est une marque qui appartient à l'Office français de la biodiversité, qui est gérée par Planticité, par la FAC agroforesterie et par les CBN, et qui est au service de tous les pépiniéristes et utilisateurs de plants à l'échelle française. Ça permet d'avoir des plants d'origine locale et sauvage. Autrement dit, quand je planterai mon plant, je sais que la graine ou la bouture, mais surtout les graines, ont été collectées pas loin, dans un secteur géographique méditerranéen avec des caractéristiques similaires au lieu où je vais planter, et que la diversité génétique du plant sera maximale. Il n'y aura pas eu de pression de sélection de la part de l'homme. Alors, par contre, si je cherche à planter, si je suis intéressé par le fruitier, par des arbres fruitiers qui sont là pour produire des fruits, si je cherche à produire du bois d'œuvre, c'est pas forcément la marque, le format que je vais rechercher. Mais autrement, de manière générale, si on prend l'exemple du Noé, nous cherchons à avoir un maximum de plants garantis par la marque végétale locale. Il y avait une question pour Claude-Éric. Quel type d'engrais et quelle fréquence de paillage? Je pense que c'est pour les haies. Non. Alors, de l'engrais pour les non, j'en ai pas mis. Et la fréquence de paillage, je fais une fois au départ. Et logiquement, ça tient. Parce que quand on arrose un peu aussi le paillage pour le faire tenir. Et ça tient à peu près 2 ans sans problème. Et ensuite, Cédric qui revient sur sa question par rapport à ma question. Vous avez planté les vignes après les arbres ou l'inverse? Non, j'ai planté d'abord les vignes, j'ai laissé Ouais. implanter les vignes et après j'ai planté les arbres. Dans la quatrième feuille, c'est ça. Troisième feuille, la première année de production. Moi, je voulais juste rajouter une question par rapport à ce que tu disais, par rapport à la potentielle baisse de production. Ça, c'est dans le cas où tu avais des haies agroforestières intraparcellaires. Mais est-ce que tu avais des haies qui étaient juste, enfin, des haies en dehors des parcelles? Et là, à ce compte-là, est-ce que ça fait une perte de production? Des haies Alors, autour des moi, parcelles. j'ai gardé, j'ai pas coupé un seul arbre depuis que ça fait 20 ans que je suis installé. Enfin, pas coupé.
Je garde tous les arbres, même à l'extérieur. Évidemment que quand on est contre le bois, quand il y a les chênes, il y a toujours un petit peu une baisse de production, ça c'est sûr. Mais après, euh, il y a plein d'endroits justement où les arbres étaient là et je ne vois pas je vois pas de baisse de vigueur de la vigne. Donc, notamment les noyers et les amandiers sauvages. Donc, j'essaie de calquer tous mes nouvelles plantations en fonction de ça, quoi. Après, je crois quand même qu'il faut, il y a quand même certaines espèces, on commence à avoir un peu de recul, hein. Il y a certaines espèces, tout ce qui est résineux, c'est à bannir, quoi, hein. C'est Mm. vraiment ça, c'est vraiment pas bon, quoi. Et dans les résineux, il y en a qui sont encore plus concurrentiels que d'autres, quoi. Et si on prend juste un dernier point, si on prend un cas un peu bon, qu'on retrouve souvent en Provence, de parcelles, enfin, on a la chance d'avoir des paysages très diversifiés, des fois des parcelles qui sont au milieu d'arbres et de forêts de chênes et de pins. Est-ce que dans ce cas-là, où parfois on a quand même des lisières de forêt qui sont très concurrentielles, bon là déjà les vignerons se demandent pourquoi planter des arbres. On pense qu'on est autour d'une forêt, donc on fait de l'agroforesterie. Est-ce que là, il n'y aurait pas un intérêt de refaire une lisière, je ne sais pas, avec des haies qui comportent une meilleure association avec la vigne, par exemple? Ah bah c'est sûr que réfléchir à mettre en place des haies avec des espèces qui soient moins concurrentielles et qui apportent autre chose, ça a toujours un intérêt, ne serait-ce que pour apporter de la diversité, c'est toujours pareil, hein. Moi j'aime bien l'idée que plus il y a de la diversité et plus meilleur c'est pour la vigne. Donc d'autres essences, peut-être qui pourraient même concurrencer peut-être un peu les chênes et empêcher les chênes de venir, évidemment. Je, Claudéric, je peux faire un petit complément. Bien entendu. Euh, on parle beaucoup de plantation, effectivement, mais notamment pour les haies, il y a aussi des alternatives à la plantation. C'est aussi laisser pousser les espèces de manière spontanée et ajouter des compléments d'espèces si on veut. Mais la régénération, celle qu'on appelle la régénération naturelle assistée, autrement dit, on laisse nature faire son chemin et parfois aussi un assistant en aidant ce type de développement est aussi une stratégie intéressante. L'idée, c'est pas de faire pousser des pins maritimes en bordure de vignes, hein. L'idée, c'est juste d'identifier nos bordures où il y a déjà du nerf-pran à la terne qui pousse, là où il y a déjà un petit peu de filaire qui pousse, là où il y a déjà un petit peu de coronie des jardins qui est là, du coup des espèces qui sont plutôt à apport limité et qui sont adaptées tout simplement parce qu'elles poussent spontanément, du coup, et elles sont sauvages, elles sont aussi indigènes, celles que je viens de citer. Et du coup, on les laisse pousser et on risque d'avoir des croissances et des développements et une résistance, surtout une résistance aux aléas climatiques beaucoup plus importante qu'une haie plantée par nous-mêmes. La nature est beaucoup performante que nous quand il s'agit de plantation, en fait. Je réponds à la dernière question. Ouais, la dernière question. La dernière question, ben, les arbres, on a fait des essais des arbres vraiment comme mon petit doigt et des arbres un peu plus gros. Donc moi j'aime bien, c'est un peu plus long, mais j'aime bien quand même planter des petits arbres. Déjà, il y a une question de coût, hein, parce que c'est quand même moins cher. Et puis pour la formation, pour je trouve que c'est plus adapté justement à ce que les arbres démarrent en même temps que la vigne plutôt que arriver avec un arbre déjà gros qui va venir concurrencer, les racines vont pousser plus vite. Je pense que c'est pas très,
à mon avis, c'est pas très judicieux, mais ça pousse relativement vite, hein. Chaque année, on voit quand même les changements, hein. Peut-être là, Et juste la dernière question. Que pouvez-vous proposer en petite haie fruitière dans l'idée de plantation d'arbres plusieurs années plus tard? Ah, c'est plutôt d'agnelé, parce Peut-être qu'en haie plus fruitière, juste pour avec, Danielé, peut-être. euh, et fruitière, voilà, et fruitière, c'est très. Bah, on a plein de possibilités. Et fruitière, dans le sens de fruitier sauvage pour les animaux ou fruitier sélection cultivar pour l'homme. J'imagine que c'est la deuxième, j'imagine hein, que c'est la deuxième option. Je Euh, crois que la question, c'était en fait une petite haie pour après, derrière, implanter des plus gros arbres. Un petit peu des. Enfin, si j'ai compris, hein. C'est dans l'idée de plantation d'arbres plusieurs années plus tard. Alors, je sais pas, peut-être qu'on peut préciser, mais. oui, alors je pense qu'il faut préciser parce que sinon, autrement, ça va être difficile de répondre. Est-ce que c'est une haie pour l'implantation d'arbres d'après ou une haie directement? dans tous les cas, il faut prendre des espèces Ouais. adaptées et il ne faut pas aller chercher quelque chose qu'on ne trouve pas ici. Nous, en ce moment, il y a pas mal de pistachiers, grenadiers, tout ça, c'est un peu la mode. Il faut essentiellement aller chercher euh, des variétés, même dans les fruits, hein, il faut aller chercher des variétés qui sont d'ici. Faut pas s'amuser à aller parce que ça sera un échec. Et si c'est un échec, ça donne pas envie. Voilà, ça donne pas envie de continuer. Nous, il y a que sur, je crois, Et- un arbre fixateur d'azote où on a eu un peu de mal, mais après tout le reste a bien fonctionné, hein. et- Juste, il y a une précision, donc c'était dans l'esprit de non-concurrence avec la parcelle pour animaux cultivars. Donc, Ah, pour animaux cultivars. Bon, c'est, sur le fruitier, ce qui va compter énormément, c'est aussi le porte-greffe, hein. Si on est sur des porte-greffes à vigueur plutôt faible, le risque de concurrence racinaire est très, très, très faible. Mais ce type de porte-greffe, du coup, exigera un accompagnement plus soigneux. Il sera sûrement plus gourmand en eau et en éléments minéraux. Si on part sur des freins, sur des porte-greffes plus puissants, alors du coup la contrepartie c'est que l'arbre, enfin l'avantage c'est que l'arbre il pourra se débrouiller mieux, s'alimenter plus facilement, il sera plus grand et ça peut être un avantage ou un inconvénient du coup à réfléchir. Et surtout, son système racinaire il cherchera plus loin. Mais de là à dire qu'il y aura concurrence sur la cinéaire, voilà, c'est pas évident de s'avancer dans ce type-là. En fait, je sais, il faut être clair, hein. Euh, c'est difficile d'imaginer l'effet de telle espèce, de tel individu, de telle espèce dans une parcelle agroforestière en parlant de l'absolu sans connaître le sol, sa structure, sa profondeur, la pluviométrie. Et du coup, si vous cherchez à mettre en place une haie fruitière, comme vous dites, dans l'esprit de non faire de la concurrence à la vigne, ben oui, pourquoi pas, mais sans avoir des renseignements sur le contexte de plantation, bon, on n'ira pas loin en fait. C'est. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des leviers, comme pour les fruitiers greffés, le choix du porte-greffe, pour les fruitiers, tout à l'heure, non greffés, tout à l'heure, Claudelic a fait un exemple qui était très pertinent. Le grenadier a tout son intérêt, hein, je pense, pour plein de raisons, en bordure de parcelles, notamment dans nos parcelles un peu plus asséchantes et un peu plus là où le contexte méditerranéen s'exprime fort. Après, là aussi, hein, si on cherche à produire de la quantité de fruits, c'est pas un sec qu'on produira beaucoup dans ces contextes difficiles. Il faudra aussi l'alimenter à nous. Et si on est, comme dans le cas de Cloderic, dans un esprit d'économie maximale d'eau, ben voilà, parfois l'objectif de production fruitière n'est pas évident à déployer. on peut peut-être passer à la dernière présentation pour essayer Oui, de respecter les timings et pas finir trop tard.
Du coup, Pascal, Oui. on parle